Je lirai des extraits du Grand Voyage, publié en 1963 de Georges Semprin, dont le convoi partit le 27 janvier 1944 de la gare de Compiègne, où il fut incarcéré pendant 1 an après son arrestation en 1943. Donc, de la gare de Compiègne vers Buchenwald. Alors, il n'est pas nécessaire de présenter Georges Semprin, né à Madrid en 1923 et mort à Paris en 2011. Il s'engagea dans la résistance dans un réseau communiste et lutta contre le franquisme. Il fut aussi un homme de culture. Donc, je vais surtout m'attarder sur les circonstances de rédaction de son récit autobiographique. Après une tentative de suicide fin 1945, il lui a été impossible d'écrire. Il revendique, je cite, son amnésie volontaire. Des traces de cette difficulté et de ce refus de se remémorer ponctuent son ouvrage et peut-être même en donne-t-il les raisons. Alors, je vais citer quelques extraits donc puisés dans Le Grand Voyage. Pendant 16 ans, j'ai essayé d'oublier ce voyage et j'ai oublié ce voyage. Nul ne pense plus autour de moi que j'ai fait ce voyage. Mais en réalité, j'ai oublié ce voyage tout en sachant pertinemment qu'un jour, j'aurai à refaire ce voyage. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il faudrait que je refasse ce voyage. Et ce constat, page 103, alors que se déroule le voyage de retour vers Paris, demain, la vie recommencerait. Et je ne savais rien de la vie. Et page 125, en répondant machinalement à toutes ces questions stupides, vous aviez très faim, vous aviez froid, vous étiez très malheureux. J'ai pris la décision de ne plus parler de ce voyage, de ne plus jamais me mettre dans la situation d'avoir à répondre à des questions sur ce voyage. D'un côté, je savais bien que ce ne serait pas possible à tout jamais, mais au moins une longue période de silence, des années de silence sur ce voyage. Seigneur, c'était la seule façon de s'en sortir. Peut-être plus tard, quand personne ne parlera plus de ces voyages, peut-être alors aurais-je à en parler. Je peux vous dire, continue le docteur, la plupart des types qui sont passés entre nos mains n'y survivront pas. Il s'emballe, il a l'air passionné par son sujet, il aborde une longue explication médicale sur les séquelles prévisibles de la déportation. Et je commence à avoir un peu honte d'être en si bon état. Apparemment. Pour un peu, je me trouverais suspect. Pour un peu, je lui dirais que ce n'est pas de ma faute. Pour un peu, je m'excuserais d'avoir survécu, d'avoir encore des chances de survivre. Il me dit au revoir et il parut que j'ai eu une sacrée veine. Il faudrait presque que je sois tout content d'avoir fait ce voyage. Si je n'avais pas fait ce voyage, je n'aurais jamais su que j'étais un sacré vénard. Je dois avouer qu'en ce moment, le monde des vivants me déconcerte un peu. Le Grand Voyage embrasse une longue période de l'existence de l'écrivain, sa vie estudiantine sous l'occupation et le port de l'étoile jaune en 1942, la libération du camp en 1945 et 18 ans après. Il y a 2 voyages, le voyage des déportés dans un wagon de marchandises de Compiègne aux alentours de Weimar. Jamais le nom de Buchenwald n'est écrit. S'inscrit ainsi peut-être le souvenir de la République de Weimar et le second voyage, le retour jusqu'en France. Georges Semprin est le témoin oculaire de la barbarie nazie et sur la scène de l'histoire, un acteur. Alors, dans ce récit s'entremêlent plusieurs temporalités et l'écriture est toujours fragmentaire. Voyager avec 119 autres types dans un wagon de marchandises cadenassé. La fenêtre, a-t-il dit brièvement. En 3 enjambées et 3 coups de coude, il nous a frayé un passage jusqu'à l'une des ouvertures barrées par du fil de fer barbelé. Respirer, c'est l'essentiel. Tu comprends? Pouvoir respirer. La vallée de la Moselle. Alors là aussi, le choix n'est pas anodin. Mais voici la vallée de la Moselle.
Je ferme les yeux, je savoure cette obscurité qui se fait en moi. Je savoure cette certitude de la vallée de la Moselle, au dehors, sous la neige, cette certitude éblouissante dans les tons gris, les grands sapins, les villages pimpants, les fumées calmes dans le ciel de l'hiver. Je m'efforce de garder les yeux fermés le plus longtemps possible. Le train roule doucement, avec un bruit d'essieux monotone. Il siffle tout à coup. Ça a dû déchirer le paysage d'hiver comme ça déchire mon cœur. J'ouvre les yeux rapidement pour surprendre le paysage, le prendre au dépourvu. Il est là, il est simplement là. Il n'a rien d'autre à faire. Je pourrais mourir maintenant debout dans le wagon bourré de futurs cadavres. Il n'en resterait pas moins là. La vallée de la Moselle serait là, devant mon regard mort, somptueusement belle, comme un Bruegel d'hiver. Nous pourrions tous mourir, moi-même et ce gars de Semours en Auxois, et le vieux qui hurlait tout à l'heure sans arrêt. Ses voisins ont dû l'assommer, on ne l'entend plus. Elle serait quand même là, devant nos regards morts. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux. Ma vie n'est plus que ce battement de paupières qui me dévoile la vallée de la Moselle. Ma vie a fui de moi. Elle plane sur cette vallée d'hiver. Elle est cette vallée douce et tiède dans le froid de l'hiver. La Moselle me rentre par les yeux, inonde mon regard, gorge d'eau lente, mon âme pareille à une éponge. Je ne suis rien d'autre que cette Moselle qui envahit mon être par les yeux. Il ne faut pas me laisser distraire de cette joie sauvage. Non. La vallée de la Moselle. Nous serions tous morts dans ce wagon, entassés, morts debout, 120 dans ce wagon, qu'il y aurait cependant la vallée de la Moselle devant nos regards morts. Je ne veux pas me laisser distraire de cette certitude fondamentale. J'ouvre les yeux. Voilà la vallée façonnée par un travail séculaire. Les vignes étagées sur les coteaux, sous une couche mince de neige craquelée, striée de traînées brunâtres. Mon regard n'est rien sans ce paysage. Je serais aveugle sans ce paysage. Mon regard ne découvre pas ce paysage. Il est mis à jour par ce paysage. C'est la lumière de ce paysage qui invente mon regard. C'est l'histoire de ce paysage, la longue histoire de la création de ce paysage par le travail des vignerons de la Moselle qui donne à mon regard, à tout moi-même, sa consistance réelle, son épaisseur. Le gars de Semur. Il est fils de paysan, presque aisé. Il aurait voulu quitter la campagne, devenir mécanicien. Qui sait, ajusteur, tourneur, fraiseur, n'importe, du beau travail sur de belles machines, m'a-t-il dit. Et puis, il y a eu le STO. C'est évident qu'il n'allait pas se laisser emmener en Allemagne. L'Allemagne, c'était loin. Puis ce n'était pas la France. Et puis quand même, on ne va pas travailler pour des gens qui vous occupent. Il était devenu réfractaire. Donc, il avait pris le maquis. Le reste en est issu tout simplement, comme d'un enchaînement logique. Je suis patriote, quoi, m'a-t-il dit. Il m'intéressait, ce gars de Semur. C'était la première fois que je voyais un patriote en chair et en os. Parce qu'il n'était pas nationaliste, pas du tout. Il était patriote. Un motif récurrent dans toute l'œuvre, le dehors et le dedans. C'est tout simplement qu'ils sont dehors. Pour eux, il y a des routes, des haies au long des sentiers, des fruits sur les arbres fruitiers, des grappes dans les vignes. Ils sont dehors, tout simplement, alors que je suis dedans. Ce n'est pas tellement le fait de ne pas être libre, d'aller où je veux. On n'est jamais tellement libre d'aller où l'on veut. Je n'ai jamais été tellement libre d'aller où je voulais. J'ai été libre d'aller où il fallait que j'aille. Il fallait que j'aille dans ce train, puisqu'il fallait que je fasse les choses qui m'ont conduit dans ce train. J'étais libre d'aller dans ce train, tout à fait libre, et j'ai bien profité de cette liberté. J'y suis dans ce train. J'y suis librement, puisque j'aurais pu ne pas y être. Ce n'est donc pas ça du tout, c'est tout simplement une sensation physique. On est dedans. Il y a le dehors et le dedans, et je suis dedans. C'est une sensation de tristesse physique qui déferle en vous, rien d'autre. L'amitié. J'ai décidé de parler à ce gars de Semur, à cause de ce mur et à cause de ce voyage.
Il est mort à mes côtés à la fin de ce voyage. J'ai fini ce voyage avec son cadavre debout contre moi. J'ai décidé de parler de lui, ça ne regarde personne, nul n'a rien à dire. C'est une histoire entre ce gars de ce mur et moi. Témoigner. Il y en a toujours quelques-uns qui reviennent pour raconter aux autres. J'en suis, dit-il, mais pas pour raconter, ça je m'en fous, pour revenir simplement. Tu ne penses pas qu'il faudra raconter? Mais il n'y a rien à dire, vieux. 120 types dans un wagon, des jours et des nuits de voyage, des vieux qui déraillent et se mettent à hurler. Je me demande ce qu'il y a à raconter. La voix haineuse. Vous êtes des cons, dit la voix derrière nous. De sales petits cons. On ne lui répond pas, on a l'habitude. Vous êtes là comme des cons, comme de sales petits emmerdeurs. Vous n'arrêtez pas de raconter vos vies. Emmerdeurs, sales emmerdeurs. J'entends des voix, dit le gars de ce mur. Des voix d'outre-tombe, je précise. Nous rions tous les deux. Vous pouvez rire abruti, vous pouvez vous saouler de paroles, mais votre conte est bon. Racontez ce voyage, laissez-moi rigoler. Connard, vous allez crever comme des rats. Alors, nos voix aussi sont des voix d'outre-tombe, dit le gars de ce mur. Nous rions de plus belle. Quand je pense, reprend la voix, que c'est à cause de types comme vous que je suis là, de vrais salauds, ça joue aux petits soldats, et c'est nous qui payons les pots cassés, sales petits cons. Ça court les nuits sur les routes, dit la voix haineuse, ça fait sauter les trains, ça fout la pagaille, partout, et c'est nous qui payons les pots cassés. Il commence à me courir, ce type, dit le gars de ce mur. Le bilan. C'est la nuit qui tombe, la 4e nuit, qui réveille les fantômes. Dans la cohue noire du wagon, les types se retrouvent tout seuls, avec leur soif, leur fatigue, leur angoisse. C'est fait un silence lourd, coupé par quelques plaintes indistinctes, continues. Toutes les nuits, c'est pareil. Plus tard, il y aura les cris affolés de ceux qui croient mourir, des cris de cauchemar qu'il faut arrêter par n'importe quel moyen. On secoue le type qui hurle, convulsé, bouche ouverte. On le gifle au besoin. Mais après ça, c'est encore l'heure trouble des souvenirs. Ils remontent à la gorge, ils étouffent, ils ramollissent les volontés. Je chasse les souvenirs. J'ai 20 ans, j'emmerde les souvenirs. Il y a une autre méthode aussi. C'est de profiter de ce voyage pour faire le tri. Faire le bilan des choses qui pèseront leur poids dans la vie de celles qui ne pèsent rien. Ce qui pèse le plus dans ta vie, ce sont des êtres que tu as connus. Le hurlement. Quelqu'un hurle tout à coup, dans le fond du wagon, à l'opposé de nous. Ça y est, dit le gars. Le hurlement s'arrête net. Un cauchemar, qui sait? On a dû secouer le type. Quand c'est autre chose, la peur, cela dure plus longtemps. Quand c'est l'angoisse qui hurle, quand c'est l'idée qu'on va mourir qui hurle, cela dure plus longtemps. La liberté. Parce que l'essence historique commune à nous tous qui nous faisons arrêter en cette année 43, c'est la liberté. Je suis en la liberté, toujours. Je suis emprisonné parce que je suis un homme libre. Parce que je me suis vu dans la nécessité d'exercer ma liberté. Que j'ai assumé cette nécessité. De la même façon à la question que je posais à la sentinelle allemande ce jour d'octobre, Warum sind Sie hier? Et qui se trouve être une question bien plus grave à cette question. Il n'y a non plus qu'une réponse possible. Il est ici parce qu'il n'est pas ailleurs, parce qu'il n'a pas senti la nécessité d'être ailleurs, parce qu'il n'est pas libre. La soif. C'était la soif le plus grave. Il avait donc camouflé dans ses poches quelques petites pommes croquantes et juteuses et un tube de dentifrice. Les pommes, c'était simple. N'importe qui y aurait possédé, à partir de cette donnée initiale de la soif comme ennemi principal. Mais le dentifrice, c'était un trait de génie. On étendait sur ses lèvres une mince couche de dentifrice, et quand on respirait, la bouche se remplissait d'une fraîcheur mentonnée, bien agréable. Le silence. Le train roule et le wagon est un bruissement rauque de plaintes
de cris étouffés, de conversations. Les corps entassés et ramollis par la nuit forment une gelée épaisse qui oscille brutalement à chaque tournant de la voix. Et puis subitement, il y a de longs moments de silence pesant, comme si tout le monde sombrait ensemble dans la solitude de l'angoisse, dans un demi-sommeil de cauchemar. Vous vous rendez compte? Il avait dit « Vous vous rendez compte ?» et il était mort. De quoi voulait-il qu'on se rende compte? Il aurait eu du mal à préciser certainement. Il voulait dire « Vous vous rendez compte quelle vie cette vie? Vous vous rendez compte quel monde, ce monde ?» Mais oui, je me rends compte. Je ne fais que ça, me rendre compte et en rendre compte. C'est bien ce que je souhaite. J'ai souvent rencontré au cours de ces années ce même regard d'étonnement absolu qu'a eu ce vieillard qui allait mourir juste avant de mourir. Cette sensation d'irréalité. Cette sensation d'irréalité est inscrite dans les événements de ce voyage. Heureusement qu'il y a eu cet intermède de la Moselle, cette douce, ombreuse et tendre, enneigée et brûlante certitude de la Moselle. C'est là que je me suis retrouvée, que je suis redevenue ce que je suis, ce que l'homme est, un être naturel, le résultat d'une longue histoire réelle de solidarité et de violence, d'échecs et de victoires humaines. Première nuit. J'ai passé ma première nuit de voyage à reconstruire dans mes mémoires le côté de chez Swann. C'était un excellent exercice d'abstraction. La chute. Je rêve que je tombe, je n'arrête pas de tomber. Moi aussi, je lui dis. C'est vrai qu'on tombe irrémédiablement. On tombe dans un puits, du haut d'une falaise, on tombe dans l'eau. Mais cette nuit-là, j'étais heureux de tomber à l'eau, de m'enfoncer dans la soie bruissante de l'eau, plein la bouche, plein les poumons. C'est l'eau sans fin, l'eau sans fond, la grande eau maternelle. Je me réveillais en sursaut lorsque mon corps pliait et s'avalait, et c'était pire. Le wagon et la nuit dans le wagon étaient bien pire que le cauchemar. Le cœur mort. Je crois que je n'ai pas tenir le coup, dit le gars de ce mur. Tu me fais rire, je lui réponds. Sans blague, vieux, je me sens tout mort à l'intérieur. Ça me rappelle quelque chose. Comment ça, mort? Je lui demande. Bien mort, pas vivant. Le cœur aussi, je lui demande. Mais oui, j'ai le cœur mort, dit-il. Les Juifs de Pologne. Les Juifs de Pologne ont voyagé 6 jours, 8 jours, 10 jours parfois, dans le froid de ce rude hiver, sans manger bien entendu, sans boire. À l'arrivée, quand on tirait les portes coulissantes, personne ne bougeait. Il fallait écarter la masse gelée des cadavres, les Juifs de Pologne morts, debout, gelés, debout. Ils tombaient comme des quilles sur le quai de la gare du camp pour trouver quelques survivants. Car il y avait des survivants. Une lente cohorte trébuchante se mettait en marche vers l'entrée du camp. Certains tombaient pour ne plus se relever. D'autres se relevaient. D'autres se traînaient littéralement vers l'entrée du camp. Un jour, dans la masse agglutinée des cadavres d'un wagon, nous avons trouvé 3 gosses juifs. Le corps brisé. Aujourd'hui, tous les morceaux brisés et piétinés de mon corps s'éparpillent aux 4 coins de l'horizon restreint du wagon. Ne me reste plus, bien à moi, à l'intérieur de moi-même, que cette boule de feu spongieuse et brûlante. Quelque part derrière mes yeux, où semble se répercuter, mollement parfois et soudain d'une façon aiguë, toutes les douleurs qui me parviennent de mon corps, brisé en morceaux éparpillés autour de moi. Les Boches et nous. Je me demande, ces Boches, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, comme ils nous voient, a dit le gars de ce mur. Nous étions des rouges espagnols. J'étais d'ailleurs un rouge espagnol sans le savoir, et Dieu merci, ce n'est pas mal du tout d'être un rouge espagnol. Dieu merci, je suis toujours rouge espagnol, et je regarde cette gare allemande parmi la brume de ma fatigue avec un regard de rouge espagnol. Ils nous voient comme des bandits, j'imagine, comme des terroristes, je dis au gars de ce mur.
En un sens, dit-il, ils n'ont pas tout à fait tort. Dieu merci, je fais. Le gars de ce mur sourit. Eh bien, je préférais être à ce mur, si tu veux tout savoir, mais entre eux et nous, ces boches-là qui nous regardent, et nous, j'aime autant être à notre place. La folie. J'étais enchaînée à un Polonais, un homme d'une cinquantaine d'années, qui était absolument convaincu qu'on allait tous nous massacrer en cours de route. La nuit, chaque fois que le train s'arrêtait, il se penchait vers moi et chuchotait. Ce coup-ci, ça y est, on y passe tous. Au début, j'avais bien essayé de le raisonner, mais c'était inutile. Il avait complètement perdu la tête. Alors il tire sur la chaîne qui nous lie ensemble, poignée contre poignée. Le sang, dit-il. Tu n'entends pas le sang couler? Il avait une voix rauque, une voix déjà inhumaine. Non, je n'entendais pas le sang couler. J'entendais sa voix folle. Je sentais mon sang, à moi, qui se glaçait. Encore aujourd'hui, parfois, j'entends cette voix, cet écho des terreurs ancestrales, cette voix qui parle du sang des massacrés, ce sang lui-même visqueux, qui chante sourdement dans la nuit. Aujourd'hui encore, parfois, j'entends cette voix, cette rumeur du sang dans la voix tremblante, sous le vent de la folie. La mort d'un ami. Je le regarde et je suis persuadée qu'il tiendra. En effet, il est solide, le gars de ce mur. Il a des idées claires sur les choses importantes. Il tiendra. Des idées parfois un peu primitives, mais vraiment, on ne peut pas lui en faire le reproche. Je le regarde et je suis persuadée qu'il tiendra. Pourtant, il va mourir. À l'aube de cette nuit prochaine, il va mourir. Il va dire « Ne me laisse pas, vieux », et il va mourir. Il n'y a plus personne à qui je puisse parler de ce voyage. C'est comme si j'avais fait tout seul ce voyage. Je suis tout seul désormais à me souvenir de ce voyage. La solitude de ce voyage va me ronger, qui sait, toute ma vie. Il va falloir que je m'en sorte tout seul. Mon copain de ce mur est mort. La conscience. Dans la boule spongieuse qui se trouve derrière mon front, entre ma nuque douloureuse et mes tempes brûlantes, où résonnent tous les lancillements de mon corps qui se brisent en mille morceaux de verre coupant, dans cette boule spongieuse dont je voudrais pouvoir tirer à pleine main, bien plutôt avec des pinces délicates, une fois soulevée la plaque osseuse qui la recouvre, je voudrais pouvoir tirer à pleine main les filaments cotonneux et peut-être striés de sang qui doivent remplir toutes les cavités et qui m'empêchent d'y voir clair, qui m'embrument tout l'intérieur, ce qu'on appelle la conscience. Dans cette boule spongieuse se ferait un chemin, l'idée que peut-être ma mort n'arrivera pas à être quelque chose de vraiment réel, c'est-à-dire quelque chose qui fasse partie de la vie de quelques-uns, au moins de quelqu'un. Peut-être la possibilité de ma mort comme quelque chose de réel me sera-t-elle refusée, même cette possibilité. Et je cherche avec désespérance à qui je pourrais manquer, quelle vie je pourrais creuser, hantée par mon absence. Et je ne trouve pas en ce moment précis, je ne trouve pas, ma mort n'a pas de possibilité réelle, je ne pourrais même pas mourir, je ne pourrais que m'effacer, tout doucement, me faire gommer de cette existence. La soif. Le gars de ce mur, sa mâchoire inférieure s'en décroche d'étonnement, il hoche la tête de plus belle, mais je crois deviner ce qu'il veut faire, ce type. Je crois avoir compris quel est son numéro. On n'a pas d'eau, les gars, dit-il. Alors on va tremper des mouchoirs dans l'urine, on va sortir les mouchoirs trempés dans l'air de la nuit, ça fera des compresses froides pour animer ceux qui s'évanouissent. Terminus. Terminus, tout le monde descend, a crié quelqu'un dans le centre du wagon. Mais personne ne rit. Nous baignons dans une clarté violente et des dizaines de chiens aboient rageusement. Et alors là, les dernières lignes, soit comme un autre, parce qu'on passe du récit à la première personne au récit à la troisième personne, dans les dernières pages, les dernières lignes. Il lui semble bien qu'ils en arrivent par là, au bout du voyage. Qu'il faut quitter le monde des vivants, cette phrase toute faite tournoie vertigineusement
dans les replis de son cerveau, embué, comme une vitre par les rafales d'une pluie rageuse, quitter le monde des vivants, quitter le monde des vivants. Ainsi se termine le grand voyage. Merci.